Les Instigateurs, podcast numéro 19. Aujourd'hui, on vous parle des trois petits cochons de la finance, le net, le brut et le cash flow. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Le quatrième petit cochon du pétage de coche, Mathieu Dumont. Salut mon chum. Here comes the money. T'aimes-tu ce sobriquet-là? Ah, gars, je ne peux que l'endosser. C'est ce que les gens demandent. You gotta give the people what they want. So. C'est tellement requesté. Les gens sont déçus quand il n'y a pas de pétage de coche de Mathieu Dumont. Donc, je suis juste là pour mettre de la couleur. Je te laisse être le cerveau, puis I make you look good. C'est encore drôle. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, un sujet qu'on parle peut-être pas assez, dans, je trouve, peut-être même au Québec ou dans le marché francophone. On va parler d'argent. On va parler de cash, on va parler c'est tabou, c'est difficile, c'est sensible. Les gens deviennent sa défensive, le poil lève. On n'aime pas ça, être transparent. C'est ça. Et on va essayer de lever un petit peu ça. Par rapport à nos connaissances, on s'entend que, écoute, disclaimer, là, right now, Mathieu et moi ne sommes pas des pros de la finance. On n'est pas des comptables. Je suis pas comptable, mais capable de balancer un budget pas pire, admettons. Oui, ben non, c'est ça. Mais je parle on va pas rentrer dans des choses très spécifiques au niveau de la technicalité, mais on va essayer de vous aiguiller justement au niveau de la base des choses, au niveau du cash flow, mais aussi de vos investissements, de vos revenus bruts et de vos profits nets. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui voit pas vraiment la différence entre les trois. L'argent rentre, l'argent sort, c'est bien, on fait de l'argent, on n'en fait pas, merde, j'ai pas d'argent pour le payroll ou je peux pas me payer ce mois-ci. Et écoute, je comprends, c'est pas nécessairement natif à l'entrepreneur en général, mais guess what? C'est obligatoire. C'est quelque chose qu'il vaut que vous appreniez à maîtriser, quelque chose que vous appreniez à gérer. Et l'argent, c'est le fuel de votre business. Puis guess what? Si vous ne gérez pas bien votre consommation, vous allez vous retrouver sur le bord du chemin, sans fuel dans la tank, et il sera difficile de vous rendre à destination. Qu'est-ce que Matt, toi, tu as beaucoup de monde en mentorat. Qu'est-ce qui est l'erreur que tu vois majoritairement le plus au niveau des finances de la petite entreprise? Le monde ne sont pas au courant de le chiffre. Le monde, il check une fois aux 6 mois. Sinon, le monde font confiance aveugle à la personne qui gère leurs chiffres parce que c'est souvent une des premières choses que l'entrepreneur va déléguer. Justement par manque de connaissances, mais souvent par peur, je vais le dire comme ça. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je recommande. J'ai encore fait le mois passé, puis elle m'a dit, honnêtement, j'aurais dû faire ça. Ça fait 4 ans que la fille, ils ont un réseau donc, je veux dire, ils ont plusieurs succursales, ils sont 2 entrepreneurs ensemble, puis ça fait 4 ans qu'ils sont là-dedans, puis elle connaissait pas ces chiffres encore. Je suis comme, gars, on va s'asseoir ensemble, moi je t'explique comment balancer un budget, mais tu vas te payer 1 heure avec un fiscaliste pour comprendre justement comment ça marche des intrants, des sortants, comment est-ce que justement tu es capable de vraiment calculer ou mesurer la performance de ta business. C'est pas parce que tu as un gros chiffre d'affaires que tu as une business qui performe, absolument pas. Donc, je pense qu'on fait de l'aveuglement volontaire ou on fait exprès de ne pas minimalement aller comprendre la base. Mais ça, c'est quelque chose, écoute, qu'on voit tout le temps, c'est que les gens basent le succès sur le brut, basent le succès sur les revenus généraux de l'entreprise, et se dire, OK, j'ai une business de 1 million, j'ai une business qui a fait tant, etc. Mais quand tu regardes un petit peu plus loin, il y a comme les profits sont fuck all. Puis je sais qu'on en a déjà parlé, mais
il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont se braguer d'une certaine façon de leur chiffre d'affaires. Puis quand tu digues, quand tu regardes au niveau des chiffres, là, ils se rapportent rien. Là. Mhm. Tu sais, et c'est une erreur qu'on voit tout le temps. Donc, ne vous laissez pas impressionner par rapport à des chiffres qui sont qui paraissent gros, tant que vous savez pas, si tu veux, le net, combien d'argent qui se ramasse réellement dans leur poche, hein, combien d'argent qu'ils gardent à la fin, pas qu'ils gardent, mais d'argent Mhm. disponible, si tu veux, à la fin de l'exercice Sears a financier. fait faillite, là. Euh, C'était des centaines de millions de chiffre d'affaires pourtant. Là. Tu sais, le chiffre d'affaires, ça veut absolument rien dire. ouais. Et ça, je sais quand j'ai commencé ma business, pour moi, la seule métrique que j'avais, honnêtement, c'était combien d'argent je me retirais de la business. Ça n'a jamais été le gross. Et je sais que au fur et à mesure que la business a évolué, au fur et à mesure que si tu veux que les choses sont devenues un peu plus sérieuses et puis que j'ai investi dans d'autres ventures, c'est certain que quand on rentre dans une plus grosse structure, on va regarder à ces chiffres-là d'une autre façon. Et c'était pas juste le net, c'était le growth, c'était l'investissement, c'était le cash flow. C'était des choses qui étaient complètement différentes, mais c'est très facile de rentrer dans une game de growth, dans une game de plus de brut, si tu Mhm. veux. Parce que souvent, quand tu regardes au niveau d'une évaluation, des choses comme ça, il y a tout le côté tape à l'œil qui est intéressant par rapport à ça, mais c'est très difficile c'est ça. Pour moi, ça a été un petit peu comme, c'était très différent. Je suis vraiment commencé très net, tu sais, d'avoir le plus de net possible. Et ensuite, on est rentré de plus dans une game de gros chiffres. Et là, c'est là que tu commences peut-être pas à faire des erreurs, mais tu commences peut-être à moins regarder ton net Mhm. comparativement à ce qu'on faisait au début. Absolument. Puis tu sais, souvent, Mais pour quelqu'un qui commence en entreprise ou qui veut s'y intéresser, vous n'avez pas besoin de comprendre tous les chiffres aussi. Commencez à cibler c'est quoi les chiffres clés que vous devez autant garder un œil dessus et comprendre. Donc, vos revenus récurrents versus revenus sporadiques ou ponctuels, vos dépenses fixes, vos dépenses globales, pour être capable après ça de faire des choix éclairés dans le futur de votre business, puis de toujours éventuellement être capable de justement garder un cash flow qui est ni trop gros, parce que ça a des risques et des dangers, ça vient avec des dangers, ni trop mhm. petit, parce que justement, bon, mais c'est encore plus dangereux, parce que s'il y a un imprévu ou quoi que ce soit, bon, mais vous n'avez pas de jeu. Euh, mais au moins, tu sais, comme je vous dis, d'après moi, quelqu'un qui veut pas gérer ça, c'est quand même sa responsabilité de garder un œil sur minimum 5 à 6 chiffres, soit de façon hebdomadaire, au minimum de façon mensuelle. On veut pas le C'est ça. regarder nécessairement de façon Qu'est-ce que, quotidienne. Parce que moi, c'est rare que je le recommande ou ça prend un profil de personnalité spécifique parce que sinon, ça peut trop facilement nous amener dans de la gestion réactive ouais. et nous faire perdre le bigger picture. Fait que toi, par exemple, à Didac, qu'est-ce qui sont tu dirais tes KPIs? Qu'est-ce que tu regardes comme chiffre au niveau de ta performance T'sais, financière? de mon côté, j'ai la chance d'avoir Jean-Philippe, un de mes associés, qui triple là-dessus. Donc, JP va faire le mash-up des chiffres avant qu'on l'envoie à ma lettre pour la révision complète. Donc, de mon côté, moi, les chiffres que je vais regarder, puis à la limite, je sais que je regarde peut-être un peu trop. Si je regarde un spécifique Didac, admettons, de notre côté, Didac, c'est un SaaS business. Donc, les chiffres qui m'intéressent, c'est de voir, bon, mais la nouvelle business rentrée ce mois-ci. Donc, des nouveaux clients, donc pour être capable de voir au niveau de l'acquisition, est-ce qu'il y a une vraie croissance de l'argent neuf? Les intrants qui sont reliés à du renouvellement de clients. Donc, ça, c'est de l'argent récurrent, mais qui ne m'a rien coûté à aller chercher cette fois-là. Donc, ma marge de profit est plus intéressante sur ce client-là. Je vais regarder évidemment bon, mais le gross mensuel pour voir bon, mais est-ce que je suis dans mes objectifs. De mon côté, je sais qu'exemple, pour les 5 prochaines années, je vais pas en bas de 30% de croissance par année. Fait que ça, je me garde quand même un œil dessus. Puis à l'inverse, je vais regarder au niveau de mes dépenses à quel point est-ce que je suis proche du budget que j'avais prévu. Je comprends qu'il y a des, Excellent. il y a des imprévus qu'on doit juger tout le temps, mais normalement, je suis capable de faire une planification au début de l'année basée sur justement les objectifs que je me suis mis, la tendance du marché, est-ce que je suis dedans, est-ce que je suis à la limite trop conservateur ou quoi que ce soit. Je les ajuste 1 à 2 fois par année. Puis de là, je fais juste m'assurer que si un mois, je dépasse mon budget, il faut que j'aille le rechercher ailleurs.
Puis à l'inverse, si j'étais en dessous de ce que j'avais budgété, exemple au niveau des dépenses, donc il m'en reste plus dans mes poches, j'ai pas le droit de le transférer ailleurs. La même logique s'approche avec mes objectifs de vente. Donc, de dire un mois, si je me donne, je sais pas moi, je lance des chiffres fictifs, admettons 30 000 de vente pour un mois, puis que j'en fais 32, puis que le mois d'après, j'en fais 25, ben ce 5-là, il faut que j'aille le rajouter à quelque part, puis je ne considère pas le 2 d'overhead. Exactement, ouais. Tu ramènes pas cet argent-là pour compenser pour exactement. J'utilise pas les bons coups comme étant des béquilles, ce qui est une erreur que je vois souvent. Ouais. Qu'est-ce que au niveau de ton cash flow, et puis ça, c'est une erreur que je vois souvent, c'est justement que le cash flow, quand une personne commence à faire de l'argent, ou du net, si tu veux, qui commence à être intéressant, c'est de prendre cet argent-là comme de la paye. Et le problème avec ça, c'est que on va négliger notre cash flow. Et on arrive à un moment donné où on a besoin de cash flow pour grossir et on n'en a plus. Qu'est-ce que ta règle, toi, par rapport au cash flow en tant que... Qu'est-ce que tu gardes en temps de réserve pour faire sûr d'avoir un cash flow qui est toujours intéressant? Ben, de notre côté, on va se garder un 3 mois de masse salariale plus un coussin de réserve et prévision. Le coussin de réserve et prévision peut être modulé selon votre modèle d'affaires, selon les risques du marché. C'est sûr qu'il y a des industries comme la nôtre, je veux dire, le pire qui peut arriver, un ordinateur pète, on ne se met pas en faillite pour 2000 $. Alors que si vous êtes dans une entreprise plus industrielle, ben faut prévoir des coussins qui sont beaucoup plus substantiels. Mais de notre côté, c'est ça, mettons, règle générale, je te dirais un 3 mois de masse salariale équivalente, plus, mettons, un 20-30 000 de réserve. Puis encore là, mes mentors à qui j'en parle me disent que j'aurais pas besoin d'en garder tant que ça. Puis tout le reste, ben à partir de là, on regarde pour est-ce que c'est des dividendes, est-ce qu'on le réinjecte dans des projets spéciaux. C'est un commun d'accord entre les associés qu'on va décider ce qu'on fait avec. Ouais, nous, la dernière fois qu'on a travaillé avec que j'ai travaillé avec un gros budget, c'était avec Bioptimizers. Et on avait donc un fonds d'urgence qu'on ne touchait pas, qui était là. Donc, qui était un fonds vraiment d'urgence. Donc, l'argent était là, mais ne rentrait pas dans le cash flow. Vu que c'était une compagnie de supplément... C'était-tu un montant fixe? C'était-tu calculé un montant fixe. C'était pas un pourcentage basé sur le gross ou sur la masse, le volume quelconque? Non, généralement, c'était quelque chose qu'on gardait là comme un montant fixe. Ensuite, on gardait l'excès toujours en savings pour du réinvestissement en faisant certain qu'on ait 6 mois de cash flow. Fait que nous autres, on était 6 mois de cash flow parce que le fait qu'on était une compagnie de suppléments, c'était des commandes qui étaient énormes au niveau du coût. La gestion de l'inventaire était grosse. Donc, c'était de faire sûr d'avoir assez de cash pour payer. On avait négocié. L'avantage avec le cash flow, si vous pouvez négocier des termes de paiement, faites-les. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est négocier du crédit et deux, des termes de paiement. Fait qu'au lieu d'avoir par exemple, il y a beaucoup de compagnies qui veulent payer à l'avance. Nous, on faisait un net, on avait un net 30 et ensuite on a négocié un net 60. Juste ça. Le net 60, c'est qu'on devait payer la facture 60 jours après la livraison. Ça a été énorme. Ça nous a permis vraiment, nous, de gérer notre cash flow d'une meilleure façon parce que aussitôt que les produits rentraient, on pouvait commencer à faire des promotions, on pouvait commencer à faire du profit et là, on rentrait dans du cash flow intéressant. Donc, ça nous a pris du temps. Ça nous a pris à peu près 6 à 8 mois à bâtir un cash flow positif, mais on a dû réinvestir agressivement dans le cash flow. Et une chance qu'on l'a fait parce que il y a des moments donnés où tu peux avoir des problèmes de payment processor, tu peux avoir des blocages, etc. Nous, c'est arrivé qu'on avait de l'argent qui a été gelé, si tu veux, dans des payment processors pour X raisons. Et on parle de montants qui sont comme, écoute, des énormes montants à 6 chiffres. Et sans, si tu veux, ce fonds de roulement-là et le fait qu'on avait de l'argent qui était de sécurité, si tu veux, la business aurait eu un gros problème. Donc, c'est important. C'est sûr, quand tu es tout seul, c'est différent. Si vous êtes freelancer, ben, vous avez peut-être nécessairement besoin d'un gros cash flow. Je pense que vous pouvez faire une règle de comme un montant minimum de sécurité. C'est comme tu as dit, si quelque chose arrive, ton ordinateur pète ou peu importe, bon, ben, tu as du cash flow qui est là pour une question de sécurité. Et ensuite, ça va être d'aller chercher, de garder un fonds de roulement. Moi, 3 mois, j'aime ça. Mais moi, 3 mois, je dis c'est le minimum. Parce que, encore une fois, le cash flow est vital pour votre business. Donc,
allez peut-être sur un 3 mois, mais connaissez vos chiffres d'abord. N'allez pas à la guess par rapport à votre cash flow. C'est très important de voir quelles sont vos dépenses fixes, OK, incluant votre salaire, OK? Parce qu'admettons que shit hits the fan, tu peux peut-être même, tu peux t'arrêter ou te payer moins si vous prenez votre salaire. Je sais pas si vous le prenez en tant que dividende ou vous le prenez en tant que salaire dans votre business, mais vous pouvez ajuster ce montant-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est quelles sont mes dépenses fixes, que ce soit en staff, que ce soit en logiciel, que ce soit en électricité, peu importe quels sont vos coûts, c'est important de le savoir. Et vous devez avoir un pattern par rapport à ça. Ensuite, la clé, c'est que quand ça va bien, c'est d'être le plus efficient possible. Donc, dans le fond, de voir comment est-ce que ces frais, ces charges récurrentes qui sont fixes, comment est-ce que vous pouvez les limiter sans nécessairement compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise. Ou les renégocier. Nous, c'est un exercice. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas renégocier. Si tu as un fournisseur puis ça va bien, là, bon, mais tu sais, ça vaut la peine des fois de dire, bon, mais gars, présentement, produit X, tu me coûtes 100$ le produire. Tu peux jouer plusieurs cartes. Tu peux jouer la carte de la fidélité, ça fait longtemps. Tu peux jouer la carte du volume puis d'essayer de batcher. Donc là, on embarque un petit peu plus dans des stratégies d'approvisionnement. Mais ça vaut la peine de revoir votre efficience. Puis efficience aussi veut dire prévisionnel. C'est pas quand vous avez plus d'argent que c'est le temps d'aller demander pour augmenter votre marge de crédit. Allez-y. Le crédit, même si vous voulez pas l'utiliser, là, c'est bon d'en avoir ou d'avoir la disponibilité. Donc, quand ça va bien, ça vaut la peine d'aller revoir avec votre banquier ou peu importe pour augmenter votre limite permise. Au pire, vous ne l'aurez jamais, sauf que c'est un autre plan de réserve. C'est un coussin. L'erreur à pas faire, c'est le prendre comme du cash. Non, exactement, c'est ça. OK, puis ça, tu le vois beaucoup. Tu as des personnes qui vont aller chercher des marges de crédit et qui vont devenir un peu plus laxes, qui vont devenir un peu plus flexibles au niveau de leurs dépenses. Non. Ben, tu peux investir avec du crédit si tu sais que ton retour sur investissement est assuré. Si tu veux. Donc, si tu as une marge de crédit à 3% et puis tu sais que tu vas avec un investissement que tu vas aller chercher du 10%, ça peut être très, très smart. Mais bon, il faut avoir quand même une certaine sécurité. Mais 100% avec toi là-dessus. Quand ça va bien, allez chercher votre crédit. OK? Parce que vous ne savez jamais qu'une opportunité d'investissement peut arriver. Il peut avoir, je ne sais pas moi, la possibilité d'acquérir quelque chose d'autre pour votre compagnie qui va la faire grossir. Donc, c'est de l'argent qui est disponible, mais soyez très prudent. Ne le prenez pas comme du cash. Gardez-le comme quelque chose qui est disponible, qui est là, mais que vous ne touchez pas à moins que d'absolue nécessité. Mm-hmm. C'est un bon point parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui le font pas et puis éventuellement, tu sais, la business change puis ils voient qu'ils doivent investir dans autre chose et qui n'ont pas nécessairement le cash flow ou qui vont justement taper dans leur cash flow un petit peu trop et opérationnellement, ben ça va tomber, la business va tomber. C'est une capacité d'adaptabilité simplement supplémentaire. Là. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois sinon au niveau des erreurs financières que tu vois ou que tu vois avec tes clients ou que tu vois en général? Je te dirais, mais tu en as fait un petit peu mention tantôt, il y a plusieurs personnes qui vont faire leurs calculs sans inclure leur propre salaire, par exemple. Donc, ils vont calculer leurs frais fixes et tout ça. Puis, c'est quelque chose que, évidemment, du moment que tu t'incorpores, ben là, ça fait partie de la boucle, mais les business qui, justement, soit freelance ou des petites entreprises à 1, 2, 3 équipes en croissance, où c'est encore géré... même rendu là dans ma tête, devrait être incorporé, là, mais c'est encore géré un petit peu sans structure, un peu ça marchait puis ça marche encore, on va le gérer comme ça. Donc, de ne pas se prévoir dans ses coûts avant de calculer sa marge de profit, son salaire de base. Donc, ça fait qu'au final, ben, tes chiffres sont pas nécessairement représentatifs. De dire, admettons que tu as une entreprise qui t'es travailleur autonome ou tu as un employé, vous sortez 200 000, puis tu fais comme, OK, ça va bien, il n'y a pas de problème, mais que dans ta marge de profit, tu ne l'as pas compté. À la fin d'année, tu te rends compte que, bon, ben, tu as sorti, je m'arrache les cheveux de la tête, puis je sors 35 000 de profit net. Il y a un problème parce que justement, ta façon que tu as établi tes coûts, la façon que tu les as calculés, que tu as géré tes dépenses, tu as fait tes investissements, était basée sur une mauvaise prémisse. Ben, il y a ça aussi, c'est ça, comme tu as dit, c'est de voir, de calculer son salaire, si tu veux, en fonction.
Et puis, je le vois beaucoup, moi, de personnes, justement, qui... C'est pour ça que c'est important, je pense, que quand on commence si vous commencez à faire du profit, incorporez-vous. Il n'y a que des avantages à l'incorporation. Ça coûte pas assez cher de créer une corporation pour pas en profiter. Donc, faites-les. Et là, à ce moment-là, là, vous pouvez commencer à rentrer vous devenez le propre salarié de votre entreprise. OK? Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous évitez l'over-dipping, si tu veux, de trop rentrer dans le cash flow de l'entreprise pour vous payer vous-même, dire j'aimerais peut-être ça m'acheter un voyage, tu sais, de prendre un voyage dans le sud, donc je vais prendre cet argent-là, tu sais. Oui, mais quand vos finances personnelles sont mixées avec vos finances de business, c'est jamais une bonne recette. Sinon, donc, de mon côté, ça peut aider des gens en règle générale du moment que vous approchez d'un net. Donc là, on parle pas du chiffre d'affaires, mais d'un net de 80 000 par année. Financièrement, c'est sûr que là, tu as différentes façons d'analyser l'incorporation, mais d'un point de vue financier, souvent, c'est là que ça devient plus intéressant parce que les taux d'imposition ne sont pas les mêmes. Puis sinon, c'est sûr que votre contexte familial va avoir aussi un impact. Donc, j'ai 2 clients présentement qui sont dans le processus d'incorporation spécifiquement justement pour protéger leur patrimoine familial. Je vais le dire comme ça, si jamais il y a un problème avec l'entreprise, ce n'est pas eux qui font une faillite, c'est l'entreprise qui le fait. Donc, vous vous mettez moins à risque, je vais le dire comme ça, vous et votre famille. Il y a des structures et quand vous commencez, et si vous êtes incorporé, vous commencez à avoir du profit intéressant, allez consulter un fiscaliste. OK? Allez consulter un avocat spécialisé. Ils vont vous guider dans votre juridiction, que vous soyez au Québec, que vous soyez ailleurs dans le monde, par rapport à votre juridiction, qu'est-ce que vous allez pouvoir, comment mieux structurer votre entreprise. De un, ce que savoir souvent, le coût d'imposition, vous pouvez maximiser vos impôts juste à cause d'un petit tweak ou d'une petite affaire avec la structure de votre entreprise. OK? Donc, c'est ne pas négliger, allez le faire, entourez-vous de ces personnes-là. Si vous arrivez à ce point-là, allez consulter un fiscaliste, allez consulter un avocat spécialisé. Et moi, je pense que c'est la meilleure chose qu'une personne peut faire pour comprendre. Et même ne serait-ce pour commencer à comprendre les chiffres, parce que souvent, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut lire un PNL. Là. Je te mettrais un PNL devant la face, là, puis je te dirais, OK, lis ça, puis t'as aucune idée de c'est quoi. Là. Tu le sauras pas. Fait que commencez à vous éduquer par rapport aux finances par les petits. OK? Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais commencez à vous le faire. Je sais qu'il y a des bons podcasts comme celui de Jen Paré avec Douceur financière qui parle justement de finances un petit peu plus de façon digeste, on va dire, et qui vont vous montrer justement comment mieux gérer votre argent, mais commencez à vous éduquer par rapport à ça. Parce que moi, il n'y a rien de pire que quelqu'un. Moi, ça me fait dresser les poils sur les bras de voir des mauvais investissements de business et de dire que shit, ils pourraient tellement mieux faire. Ou aussi, contrairement, des non-investissements. Tu sais, on parlait, toi puis moi, la dernière fois d'une compagnie de gestion ou d'une compagnie comptable qui réussit super bien, mais qui regarde comme de la merde. Tu sais. Au bout d'un moment, faut qu'il y ait un plan de réinvestissement, faut qu'il y ait un plan. Il faut que vous continuiez à investir dans votre entreprise et il faut que ce soit pris en compte. Mais non, on le voit tout le temps aussi là, comme des personnes qui vont juste zéro réinvestir dans leur business. Ouais, puis je veux dire, c'est pas viable à long terme. Puis pour faire un peu de pouce sur l'exemple que tu as dit, c'est parce que tu as des investissements qui vont être stratégiques, mais tu as des investissements qui sont de nécessité, de cohérence. Pour reprendre exactement l'exemple, parce que c'est moi qui te l'ai amené, je me suis fait solliciter encore cette semaine par 2 cabinets comptables qui sont dans la région de Québec, comptés parmi ceux qui sont quand même très bons, un service de luxe. Je suis comme, OK, gars, tu sais, comme je dis, moi, je vais souvent regarder au niveau des fournisseurs, d'un coup, qu'il y ait peut-être mieux ailleurs ou quoi que ce soit. Chris, je tombe sur le site, c'est un site fait statique, beige, gris, il fit pas, il est pas beau visuel, ça file, ça sent le tapis mouillé. Ça file 1998, c'est comme non, tu charges le gros prix, tu vises du client de luxe, t'as l'air d'un pauvre. Explique-moi comment t'es pas capable d'investir 2000, 3000 pour juste en faire un one-pager clean, sac-moi patience, tes infos, t'es une compagnie comptable, on sait ce que tu fais, tes infos de contact, merci, bonsoir. Je suis comme, à quel point est-ce que t'es gratte-scène pour ne pas capable d'être réinjecté juste pour préserver ta réputation et entretenir ton positionnement? Parce que le seul problème qu'il y a avec ça, quand tu agis de façon frugale comme ça avec ton entreprise,
le jour où la compétition arrive, et une compétition qui est plus moderne, peut-être plus agressive que toi, c'est là que tu vas te faire manger. Et peu importe combien de temps que tu es en business, je vais te dire de quoi, si la compétition voit cette weakness-là, et le plus gros, et ça c'est l'affaire, le plus gros est la business, le plus difficile, c'est de s'adapter au changement. OK? Donc, un plus petit compétiteur qui va voir, si tu veux, ce point faible-là, va pouvoir l'exploiter. Donc, restez sharp, ayez un budget de réinvestissement pour justement garder votre business le meilleur qu'elle peut être. Souvent, on va devenir trop complaisant par rapport à notre succès, que, oh, la business va bien financièrement, j'ai pas besoin de ça. Chris, non, t'en as Non, besoin. puis tu sais, Restez c'est une question d'optimisation financière, puis on parle, mettons, vente d'entreprise. Le comportement que tu viens de décrire, là, je le vois tellement souvent dans une optique de préparation à une vente d'entreprise. La personne, bon, mais gars, s'en va en mode pré-retraité à ceux qui veut vendre sa business dans 4-5 ans. Ah, je me casserai pas la tête avec des gros projets, des gros investissements. Je veux prendre ça plus relax, puis gars, je vais vendre, puis ce sera ça. Je suis comme garçon, ça va peut-être faire une différence d'un multiple de 2 ou de 3 sur la valeur de ta business à la revente, là. 100%, C'est-tu le temps 100%. d'être lâche? Écoute, Non. puis, Avant ta retraite, c'est le temps d'avoir le gaz au fond, mon homme, parce que ta business, elle va être valorisée, oui, sur ta business récurrente, mais aussi sur la croissance qu'elle a, là. Donc, si je reprends le cabinet comptable, oui, tant mieux s'ils font de la grosse argent, puis que c'est à cause qu'ils ont, il y a 20 ans, rempli leur calendrier de clients, puis c'est les mêmes clients qu'ils ont, puis ils sont bookés tout le temps. Nice. Ça, c'est pas une business en croissance. C'est une business qui est sur le maintien. Ça a beaucoup moins de valeur qu'une business qui est en croissance. 100%. Puis, tu sais, je suis un gros fan de l'efficience, mais faites-vous un budget de réinvestissement ou un budget d'investissement. Comme ça doit rentrer dans votre budget. OK? Comme, oui, sur vos coûts fixes d'opération, d'exploitation, regardez sur l'efficience, mais ne soyez pas cheapette là, sur l'investissement parce que, écoute, c'est tellement facile. Une business peut virer bout par bout si le marché change. Et on sait maintenant comment est-ce que les marchés changent vite. Ça change fucking vite. Une business qui fonctionne bien maintenant, dans 3 mois, elle peut quasiment être obsolète. Là. Si tu regardes toi, tu le sais, dans le milieu du SaaS, dans Non, le non, milieu du ça tech, là, vire vite, ça là. va fuck. Ça fait Fait que là, 4 ans que je suis sur Saint-Joseph, puis honnêtement, on fait partie des très chanceux qui sont encore là, là. Parce que il y a des SaaS, il y a des startups qui lèvent à tous les mois, tous les 3 mois, puis tu te rends compte 1 an, 2 ans après, ben c'est déjà fermé, là. Ouais. Puis justement, tu sais, c'est comme ils arrivent là et puis ils voient justement ce que les autres ne font pas bien par rapport au marché actuel, puis ils vous bouffent direct. Là. Fait qu'il faut faire attention à ces choses-là. Donc, ayez toujours restez sharp. Je veux dire, soyez pas complaisants. Si vous faites de l'argent, c'est bien, mais restez sharp et restez à Autre l'affût. chose que je remarque aussi qui est une erreur, je veux dire une erreur de débutant et ou de nonchalance, ne pas prendre le temps de vraiment bien définir des postes budgétaires. D'être capable de prendre une journée et dire, bon, mais la journée que je veux ventiler mes intrants, mes sortants, quels sont les postes budgétaires que j'ai? Parce que moi, d'avoir un poste qui est juste dépenses, puis c'est bon, ben dépenses au bureau puis sur la route, ça me dit rien, là. Vos logiciels, là, vous les payez pas au poste budgétaire, là. Prenez la peine. On veut pas être overkill, puis bon, mais comment ça m'a coûté en cran stylo? Non, mais tu sais, comme d'avoir au moins des catégories qui sont bien établies, puis que justement, vous êtes capable d'aller traquer avec un certain niveau de précision. Oh, on a perdu notre cher Mathieu. J'espère qu'il va revenir. Mais en tout cas, ouais, c'est comme ça. Il était en train justement il est en train de se plaindre que sa compagnie d'internet lui avait un petit peu poché dans les mains. Il avait downgradé sans faire exprès. Et je pense que ça vient justement d'arriver. Donc, mais pour en revenir, c'est un bon point. Donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est on va avoir des postes budgétaires, donc des catégories budgétaires où on va regarder, par exemple, combien est-ce qu'on paye en advertising. OK? Combien est-ce qu'on paye en publicité. Donc, ça peut être, après, on peut diviser ça en publicité Facebook, publicité Google, publicité, les affiliés, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça nous coûte au niveau de la service à la clientèle? Qu'est-ce que ça nous coûte au niveau des logiciels d'exploitation? Donc, on va diviser ça par rapport à ça et voir où est-ce qu'on peut trouver. Et au niveau des logiciels, si vous opérez une compagnie en ligne,
si vous opérez une compagnie en ligne, fort probablement que, vous avez pas mal de logiciels, Oh, Mathieu qui m'envoie un texte. Donc, ouais, je vais juste vous dire qu'il vient de dropper. Mais des logiciels, par exemple, et c'est super facile de collectionner un certain nombre de logiciels quand on se rend compte qu'on n'utilise plus ou qu'on sous-utilise. Donc, moi, je le fais tous les mois. Je fais l'exercice de regarder ma liste, justement, de logiciels qu'on utilise. On a une spreadsheet de base pour notre compagnie en ce moment qui est vraiment très basique où on regarde vraiment, toutes ces catégories-là. Et je peux voir vraiment, OK, tous mes logiciels sont listés là. Je veux dire, tu sais, hein, ce site-là, on paye un petit peu trop par rapport à ça ou on n'utilise plus ça. Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut canceller ou est-ce qu'on peut changer telle chose pour telle chose? Donc, ouais, il faut regarder à ces choses-là et bâtir cette efficience-là par la suite. Donc voilà. Donc, écoutez, Mathieu vient de dropper. Malheureusement, je sais pas, je ne le vois plus. Je sais pas si c'est en tête. Mais j'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus par rapport aux finances, par rapport à comment gérer justement un petit peu de la différence entre le brut, le net, le cash flow et comment naviguer tout ça. C'est pas nécessairement facile. Je vois Mathieu Dumont qui est de retour. T'es back, mon chum? Oui. Bon, there you go. C'est ça, je parlais de ton fournisseur Internet qui t'avait chié dans les mains un petit peu, là, littéralement. Je vais voir après qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, mais en effet. On dirait quelque chose qui marche pas. Mathieu Dumont va péter une coche sur son fournisseur Internet. Tu devrais enregistrer l'appel, qu'on fasse un épisode hors série. Parce que... Ah, mais non, sans farce. Puis le pire, c'est que c'est pas la première fois. Là. Je te garantis que la petite Nathalie puis le petit, comment il s'appelle, Sébastien, là, si ils me reconnaissent, d'après moi, genre, ils raccrochent ou ils font une crise d'anxiété. Là. Je suis un client très respectueux, très gentil, mais si t'as pas la réponse, fais-moi pas attendre 35 minutes, esti, à me faire semblant que tu as la réponse ou à juste faire t'as peu, j'en parle à la personne derrière moi pour pouvoir me faire parler avec. Là. Ça, c'est une mauvaise utilisation de mon temps et mon argent. Sébastien, mets ton suit. Tu vas te faire ramasser des coups d'athémie à la carotide par Mathieu Dumont. Des coups de tomahawk. Oh my gosh. Mais non. Mais c'est bon. J'étais un petit peu en train de wrapper up. J'ai expandé un petit peu sur le point justement de commencer de diviser justement ces dépenses. Okay. Et puis de montrer comment le faire un petit peu. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il faut vraiment juste commencer à le faire. Il faut juste vous éduquer par rapport à la chose. Ça n'a pas besoin d'être très complexe dès le départ. Ça peut être assez simple. Et à partir de ce moment-là, bâtir des bonnes habitudes. There you go. On va passer un petit mot avant de s'en aller, Matt, sur le huis clos à Québec qui s'en vient 4-5 avril prochain. Donc, on vous en parle parce qu'on a déjà pas mal de sièges de bookés. Il en reste quelques-uns. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, podcast à instigateur.com. Vous pouvez aller sur le website instigateur.com. Il y a un petit lien qui vous parle de ce huis clos-là qui est on va pas appeler, on l'appelle huis clos justement parce que c'est pas un atelier, c'est pas, on veut pas vous donner quelque chose de spécifique. On va vraiment parler de nos leviers de croissance qu'on applique dans nos business de façon systématique et ensuite on va aller vraiment sur des hot seats. Donc on va vous allez pouvoir présenter justement vos challenges de business et tous ensemble on va travailler à les résoudre pour que ce soit le point tournant de votre business. MD. Yes. Bonne chance avec Sébastien. Sois pas trop rough avec lui. C'est pas de sa faute. Le self-leadership, là, il embarque là. Ça, c'est du self-control. Là. Ouais, j'associe tout ça ensemble, moi. Le pouvoir de la gratitude. Faut le voir de façon la gratitude, Mathieu. Je suis pas fort sur la gratitude, mais un moment donné, on pourra parler de tout ce qui est le biohacking pour entrepreneurs. Puis présentement, mettons, le heart rate variation. C'est ce qui va être utile dans les prochaines minutes. T'es-tu un gars de biohacking, toi? Non, big time. Là. Je l'étais là beaucoup moins, mais je rembarque dans cette... Mon 2020 a aucun maudit bon sens. Là. Fait que j'ai pas le choix de retirer sa laisse. Fait que de recommencer sur le fasting intermittent, sur plus le CS un petit peu, potentiellement la suspension inversée. Non, mais il y a beaucoup de choses. Là. L'utilisation du GABA, que je vais avoir recommencé à rouler sur le GABA à temps plein pour me juste chill out. Puis... Non, man, ça me fait triper. Là. Intéressant.
Peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine. All right, tout le monde. Passez une bonne semaine et ouais, bonne chance, Sébastien. Ciao. Salut, Matt. Salut tout le monde. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.